Je souhaite donner la parole à un grand ami du Maroc, Son Excellence le ministre Bagouro Bousselé-Roné, qui est le ministre de la Justice, des Droits humains, de la fonction civique et garde-sceaux. À vous la parole, Excellence. Merci, chers collègues. Je voudrais m'associer à mes prédécesseurs pour remercier les autorités politiques, administratives et judiciaires du Maroc pour l'invitation qui a été faite à mon pays, le Burkina Faso, dans le cadre de cette rencontre qui nous réunit depuis hier et pouvoir partager notre expérience en matière d'indépendance de la justice et bénéficier aussi de celle des autres pays participants. Mais avant d'arriver au contenu de cette expérience proprement dite, je voudrais me permettre d'abord une approche conceptuelle très rapide de la notion d'indépendance de la justice, afin que nous nous accordant sur le concept, on puisse se donner les chances d'une convergence de vues sur les autres aspects ou bien sur certains d'entre eux. À ce niveau, le sens commun semble habituellement voir dans la justice indépendante celle qui est soustraite de toute influence politique. Mais il est acquis que l'état des rapports entre la justice et les autres pouvoirs doit être intégré dans la définition de l'indépendance de la justice. Il est évident que cet aspect ne saurait à lui seul la résumer. Celle-ci apparaît plus vaste pour envoyer à la soustraction du juge de toute influence autre que celle de la loi, en un mot, la soumission du juge à la seule autorité de la loi. Vu sous cet angle, le juge indépendant ou le magistrat indépendant apparaît comme celui qui ne se laisse dicter sa décision ni par le pouvoir politique, ni par la société civile, ni par la rue, ni par des forces économiques ou financières et que sais-je encore, mais uniquement par la loi. Si l'exigence d'une justice indépendante a toujours existé dans mon pays, elle est devenue encore plus prononcée depuis l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Cet appel, devenu donc encore plus pressant depuis l'insurrection, nous enjoint de nous interroger sur la raison d'être de celle-ci, je veux dire de la justice indépendante. Se trouve donc posée la question de ces enjeux. À ce sujet, deux choses paraissent tomber sous le coup du sens. Premièrement, aucun pays ne peut durablement se développer économiquement sans une justice crédible. En effet, la sécurité juridique qui dépend entre autres de l'indépendance de la justice est l'un des critères traditionnellement pris en compte par les investisseurs pour se déterminer. Il est donc entendu que le défaut d'indépendance du juge dans un État est de nature non seulement à empêcher de nouveaux investissements, mais aussi à détruire ceux déjà existants ou les empêcher de produire les fruits escomptés. Deuxièmement, une justice indépendante est un facteur de paix et de stabilité. En effet, la confiance qu'inspire une justice indépendante est de nature à forcer les citoyens non seulement à aller vers elle, mais également à accepter les décisions qui peuvent être rendues. Elle nous éloigne donc des expressions violentes de règlement des litiges. Cette paix à laquelle l'indépendance de la justice peut grandement concourir est elle aussi un élément favorisant des investissements. Dans le cas spécifique du Burkina Faso, les ressources naturelles étant limitées, il faudra compter avec d'autres facteurs tels la sécurité juridique, donc nécessairement une justice indépendante, pour capter suffisamment d'investissements afin de compenser cette défaveur de la nature. Avant l'avènement des réformes opérées sous la transition et poursuivies par le gouvernement auquel j'appartiens, la justice burkinabé souffrait, surtout à l'égard du pouvoir politique, d'un manque d'indépendance dont les conditions semblaient partir déjà des textes eux-mêmes. Mais à travers l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, les citoyens burkinabés ont exprimé leur soif d'une justice indépendante. Pour répondre à ce besoin de justice indépendante, des réformes ont été alors opérées à travers l'adoption de plusieurs textes dont je m'en vais résumer quelques-uns. Il s'agit de deux lois adoptées le 25 août 2015, dont l'une porte organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et l'autre porte statut de la magistrature et un certain nombre de décrets d'application.
Il s'agit également de la loi constitutionnelle du 5 novembre 2015 portant révision de la Constitution. Cette dernière loi opère des réformes radicales qui font en sorte que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature qui maîtrise tout le processus de nomination et de gestion de la carrière des magistrats. La lecture combinée de cette constitution révisée et des lois adoptées permet en matière d'indépendance de la justice de retenir comme principales innovations ce qui suit. Le président du FASO, l'équivalent du président de la République, et le ministre de la Justice, qui était jadis président et vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, n'en sont plus membres. Le président du FASO reste cependant garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire et rencontre à ce titre une fois par an et chaque fois que de besoin les membres du Conseil supérieur de la magistrature pour discuter des questions en rapport avec le renforcement du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature est désormais présidé par le président de la Cour de cassation, qui est actuellement une dame, et secondé par le président du Conseil d'État. La composition du Conseil supérieur de la magistrature est faite en elle-même de sorte à assurer une sorte d'indépendance dans la mesure où les magistrats des différents grades élus sont majoritaires par rapport aux membres de droit. Troisièmement, les chefs de toutes les juridictions, c'est-à-dire les présidents des tribunaux et les procureurs du FASO, sont nommés par appel à candidature par le Conseil supérieur de la magistrature. Avant, ils étaient proposés par le ministre et nommés par décret pris en Conseil des ministres. Aujourd'hui, c'est sur appel à candidature. Et une fois que le Conseil supérieur de la magistrature les a désignés, leur nomination est matérialisée par décret simple du président du FASO. Autre chose à souligner, c'est que tous les magistrats en service dans les juridictions sont désormais appréciés et notés par leurs supérieurs hiérarchiques immédiats, alors qu'avant, c'était le ministre de la Justice qui donnait la note chiffrée. On peut ajouter aussi le fait que le ministère de la Justice n'a plus d'autorité sur les magistrats du parquet qui sont désormais soumis uniquement à l'autorité de la loi et des chefs de parquet. Comme je le disais, les propositions et les nominations ainsi que les sanctions relèvent désormais de la compétence exclusive du Conseil supérieur de la magistrature. Autre chose à ajouter, c'est que ces lois ont introduit l'impossibilité pour tout magistrat désormais de faire plus de 5 ans dans le même poste et dans la même juridiction. C'est là pour tenir compte de la petite taille de notre pays, pour éviter que des magistrats, par leur familiarité, qui serait due à de longs séjours, créent une situation où ils ne pourront plus être indépendants vis-à-vis des populations. Il y a également que désormais, tout magistrat qui voudrait faire la politique devrait automatiquement démissionner. Parce que dans les tests avant, il pouvait soit démissionner, soit prendre une disponibilité. Mais maintenant, il faut forcément démissionner. Il faut souligner également le fait qu'il y a eu une amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des magistrats et des autres acteurs judiciaires en vue de limiter le risque d'influence des forces économiques sur la justice. Et à ce niveau, 13 décrets d'application ont été pris concernant à la fois des magistrats, les greffiers et la garde de sécurité pénitentiaire. Il y a enfin la création d'un véritable secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature avec des attributions précises, une organisation autonome et disposant d'un personnel propre pour gérer la carrière des magistrats et mettre en œuvre les décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Nous devons cependant convenir que l'indépendance de la justice, loin d'être un privilège pour le juge, est un attribut du pouvoir judiciaire. C'est pourquoi elle ne peut être bénéfique pour une nation que si elle est complétée par un haut sens de responsabilité du magistrat. Pour que rayonne donc véritablement l'indépendance de la justice, chaque magistrat doit apprendre à se l'approprier et à l'assumer convenablement. S'approprier convenablement l'indépendance de la part des magistrats comporte pour moi 2 aspects. D'abord, le refus de n'avoir d'autre autorité que celle de la loi. Ensuite, la nécessité pour chaque magistrat de comprendre que le fond vertueux qui habite la notion d'indépendance de la justice ne lui permet pas de l'appeler au secours pour couvrir les comportements les plus déviants et les plus inacceptables. Au Burkina Faso, pour permettre une conciliation entre l'indépendance et le sens de responsabilité du magistrat, les réformes opérées obligent désormais le ministre de la Justice, avisé d'une faute disciplinaire commise par un magistrat, de saisir le conseil de discipline. Ce n'est plus donc une faculté comme de par le passé pour le ministre de la Justice, mais une obligation. De même,
les réformes opérées suppriment l'exclusivité de la saisine du Conseil de discipline qui était jusque-là accordée au ministre de la Justice pour l'étendre aux chefs de cour et aux particuliers qui, à l'occasion d'une situation les concernant, reprocheraient des manquements déontologiques à un magistrat. Mais dans ce dernier cas, donc, où c'est les particuliers qui portent plainte, il y a une commission d'instruction composée de certains membres du Conseil supérieur de la magistrature qui apprécient le sérieux de la saisine avant de transmettre au besoin le dossier à la formation de discipline. Et cela pour éviter qu'il y ait des dénonciations farfelues pour empêcher le travail des magistrats. Mesdames et messieurs, chers collègues, mesdames et messieurs les hauts magistrats, l'honnêteté me recommande cependant de faire remarquer qu'à l'épreuve de la pratique, après 2 années de mise en œuvre de ces textes, certains ont montré certaines insuffisances et limites qui nécessitent une réflexion approfondie dans le but de garantir l'indépendance du magistrat sans entraîner des dysfonctionnements dans le service public de la justice. C'est notamment les questions d'appel à candidature tous azimuts, la nomination des magistrats du parquet dans les mêmes conditions que les judiciaires. Et sur ce point, nous avons engagé avec le Conseil supérieur de la magistrature des réflexions qui vont nous permettre d'analyser les textes au regard de la pratique pour voir quels sont les écueils que nous devons éviter et quelles sont les réformes encore à opérer pour permettre véritablement à la justice d'être indépendante et d'être au service du peuple burkinabé. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup.